Mon chéri, merci de nous avoir entretenus, ma mère et moi, pendant 30 ans dans ta maison. Maintenant, nous avons économisé assez pour acheter notre propre appartement, a dit ma femme en sortant les papiers du divorce. À l'étude notariale, j'ai sorti des documents de ma mallette en cuir. Ma belle-mère a hurlé et ma femme s'est figée sous le choc. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Mon chéri, merci beaucoup de m'avoir entretenu, moi et ma mère, dans ta maison pendant 30 ans. Maintenant, nous avons économisé de l'argent et acheté notre propre appartement. Ce sont les mots exacts qui sont sortis de la bouche de Céline alors qu'elle agitait des clés brillantes devant mes yeux, comme s'il s'agissait d'un trophée de guerre. Son sourire était si large que je pouvais voir chacune de ses dents parfaites, les mêmes dents que j'avais payées lorsqu'elle a eu besoin de facettes il y a 10 ans. Nous étions à l'étude du notaire, entourés de bureaux en bois sombre et de cette odeur de vieux papier typique de ces endroits. Ma belle-mère, Monique, se tenait à côté d'elle, les bras croisés, avec ce regard de supériorité qu'elle avait perfectionné après 3 décennies à vivre sous mon toit. Céline a glissé la main dans son sac en cuir couleur caramel, celui que je lui avais offert pour notre 20e anniversaire, et en a sorti des papiers pliés. Les papiers du divorce. Elle les a dépliés sur le bureau du notaire avec un mouvement si dramatique que les feuilles ont fait un bruit sec contre le bois. Tout y était, noir sur blanc, la dissolution de 30 ans de mariage résumée en clause juridique en attente de signature. Le notaire, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes, nous a regardés d'un air mal à l'aise, comme s'il avait assisté à cette scène des milliers de fois sans jamais s'y habituer. Monique s'est penchée en avant, posant ses mains sur le bureau, et m'a regardé avec ses yeux sombres pleins de mépris. Gaël, nous avons toujours su que ce jour arriverait. Tu nous as offert un toit, c'est vrai, mais maintenant nous sommes des femmes indépendantes. Nous n'avons plus besoin de toi. Sa voix avait ce ton tranchant qu'elle utilisait quand elle voulait m'humilier. Le même ton que j'avais entendu pendant 30 ans chaque fois que je rentrais tard du travail ou que j'oubliais d'acheter quelque chose au supermarché. Céline a hoché la tête avec enthousiasme, comme une enfant qui vient d'obtenir la permission de faire quelque chose d'interdit. Exactement, maman. Nous avons déjà signé pour l'appartement. Il est à nous. Nous avons tout payé comptant. Les clés ont brillé à nouveau sous la lumière fluorescente du bureau lorsqu'elle les a secouées. Devant moi, je pouvais voir le porte-clés, un modèle en argent en forme de cœur brisé. Quelle ironie. Je suis resté assis là, les mains sur les genoux, sentant le poids de ma mallette en cuir sur mes cuisses. Cette vieille mallette qui m'accompagnait depuis des années, la même que j'avais emportée à toutes les réunions importantes de ma vie. J'ai pris une grande inspiration. L'air dans l'étude du notaire semblait dense, lourd de tension et d'autres choses, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore percevoir. Céline a continué à parler, sa voix maintenant plus forte, presque euphorique. Tu sais, Gaël, toutes ces années. Nous avons travaillé dur. Maman et moi avons économisé chaque centime que nous pouvions. Chaque euro que tu nous as donné pour les dépenses de la maison. Chaque petite somme que tu nous as transférée pour nos besoins. Nous avons tout économisé. Nous avons été intelligentes. Et maintenant? Nous avons notre propre chez nous. Un bel appartement dans le centre-ville de Lyon avec 2 chambres, un balcon et une vue sur la ville. Monique laissa échapper un rire sec. Et dire que tu pensais que nous n'étions que des piques-assiettes, que nous n'avions aucune ambition. Eh bien, regarde-nous maintenant. Propriétaire, indépendante, libérée de toi et de ta vieille maison pleine de fuites. Son index me pointait d'un air accusateur, comme si j'étais coupable d'un crime impardonnable. Le notaire s'est éclairci la gorge, voulant clairement intervenir, mais ne sachant pas exactement comment. Monsieur Lefebvre, nous avons besoin que vous examiniez les documents du divorce. Voici les conditions que Madame Céline propose. Séparation des biens, liquidation des comptes joints et autres aspects légaux. Il a poussé les papiers vers moi avec précaution, comme s'il avait peur qu'ils n'explosent. Céline a croisé les bras, imitant la posture de sa mère. Il n'y a pas grand-chose à diviser, mon amour. La maison est à toi. Elle l'a toujours été. Nous ne voulons rien de toi. Nous voulons juste notre liberté et, bien sûr, ce qu'il y a sur le compte joint. Moitié-moitié, comme il se doit. Après tout, j'y ai aussi mis de l'argent. Son mensonge était si flagrant qu'il m'a presque fait rire. Monique ajouta avec du venin dans chaque mot. 30 ans à te supporter, Gaël. 30 ans de tes mauvaises humeurs,
de tes plaintes, de tes exigences. 30 ans à te préparer à manger, à laver tes vêtements, à garder la maison en ordre. Nous méritons chaque centime sur ce compte, et nous méritons notre tranquillité. J'ai regardé Céline droit dans les yeux. Elle a soutenu mon regard un instant, puis a détourné les yeux vers les clés dans sa main. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange d'arrogance et de nervosité, comme si elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour mais s'en fichait. Ou peut-être comme si elle avait peur que je les supplie de rester. Ce que je n'allais pas faire. Non, pas après tout ça. Puis, calmement, j'ai ouvert ma mallette en cuir. Le bruit de la fermeture éclair en métal a résonné dans le bureau silencieux. J'ai sorti mes propres documents, une pile considérable de papiers parfaitement organisés dans des pochettes transparentes. Je les ai placés sur le bureau, les uns à côté des autres, formant une rangée ordonnée. Le notaire m'a regardé avec une curiosité renouvelée, ajustant ses lunettes. Céline a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Son ton n'était plus triomphant. Il y avait une note d'incertitude qui n'était pas là quelques secondes plus tôt. Monique s'est penchée pour mieux voir, en plissant les yeux. Ce sont les papiers de la maison, je suppose, pour confirmer qu'elle est à toi. Nous le savons déjà, Gaël. Nous n'avons pas besoin de ta vieille maison. J'ai souri pour la première fois depuis mon entrée dans ce bureau. Un petit sourire, à peine perceptible, mais qui contenait 30 ans de silence. 30 ans d'endurance. 30 ans à planifier ce moment précis. Le notaire a pris le premier document que je lui ai tendu. Ses yeux ont parcouru rapidement les lignes, et j'ai vu son expression passer de neutre à surprise. Il a levé les yeux vers moi, puis vers Céline et Monique, et enfin de nouveau vers les papiers. Céline a frappé du plat de la main sur le bureau. Que sont ces papiers, Gaël ? Dis-le-moi tout de suite. Sa voix est montée d'un octave et les clés dans son autre main ont légèrement tremblé. Monique a fait un pas vers le bureau, le visage commençant à rougir. C'est une sorte de ruse. Je le savais. Je savais que tu ne nous laisserais pas partir si facilement. Tu as toujours été un homme contrôlant, Gaël. Toujours. Mais je n'ai encore rien dit. J'ai juste regardé le notaire passer d'un document à l'autre, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. Il a finalement posé les papiers sur le bureau et enlevé ses lunettes, les nettoyant avec un mouchoir qu'il a sorti de sa poche. Mesdames, je pense que vous devriez vous asseoir. Le ton du notaire avait complètement changé. Il n'était plus mal à l'aise ou neutre. Il était sérieux, professionnel, presque compatissant. Céline a secoué la tête brusquement. Je n'ai pas besoin de m'asseoir. Dites-moi juste ce qui se passe. Ses jointures étaient blanches tant elle serrait les clés fort. Monique, cependant, s'est effondrée dans l'une des chaises devant le bureau. Son visage avait perdu ses couleurs. Elle savait, quelque part au fond de son âme manipulatrice, elle savait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et puis, j'ai commencé à parler. 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est suffisant pour construire une vie, élever des enfants, planter des arbres et les regarder grandir. 30 ans, c'est aussi suffisant pour éroder l'âme d'un homme goutte à goutte jusqu'à ce qu'il soit vide à l'intérieur. Mais elle ne le savait pas. Céline et Monique n'ont jamais réalisé que pendant qu'elle me vidait, je conservais chaque goutte dans un autre récipient, un récipient qu'elle ne pouvait pas voir. J'ai rencontré Céline quand j'avais 37 ans. Elle en avait 28 et c'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. De longs cheveux bruns qui tombaient comme une cascade sur ses épaules, des yeux couleur miel qui pétillaient quand elle souriait, et un rire qui pouvait illuminer toute une pièce. Elle travaillait dans une petite librairie près de mon bureau, et j'y allais tous les vendredis juste pour la voir, faisant semblant de chercher des livres que je ne lirais jamais. Il m'a fallu 3 mois pour trouver le courage de l'inviter à dîner. Quand je l'ai finalement fait, mes mains tremblaient alors que je tenais un bouquet de fleurs jaunes. Elle a dit oui avec ce sourire qui m'a fait fondre. Et ce soir-là, nous avons dîné dans un modeste restaurant italien où des bougies vacillaient sur des nappes à carreaux rouges et blancs. Elle m'a parlé de ses rêves, de son envie de parcourir le monde, de son amour pour la poésie et les vieux films. Elle n'a pas mentionné sa mère ce soir-là. C'est venu plus tard. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard lors d'une petite cérémonie dans mon jardin, dans la maison que j'avais héritée de mes parents. Une solide bâtisse à 2 étages avec un grand jardin et des arbres fruitiers que mon père avait plantés quand j'étais enfant. La maison où j'ai grandi, où j'ai appris à faire du vélo, où ma mère m'a appris à cuisiner ses recettes préférées.
La maison qui était mon refuge, mon sanctuaire, ma seule place dans ce monde. Céline a emménagé avec moi et, pendant les 6 premiers mois, tout était parfait. Nous prenions le petit déjeuner ensemble dans la cuisine pendant que le soleil traversait les fenêtres. Nous faisions des projets d'avenir. Nous rions de choses stupides. Je travaillais comme superviseur dans une usine textile, avec des horaires longs mais bien payés, et elle avait quitté la librairie pour se consacrer à la décoration de notre maison. Chaque après-midi, j'arrivais et je trouvais quelque chose de nouveau, un rideau différent, un vase avec des fleurs fraîches, de nouveaux coussins sur le canapé. Puis, Monique est arrivée. Un soir, Céline m'a attendu dans le salon avec une expression sérieuse. « Gaël, je dois te parler de quelque chose d'important. Ma mère traverse une période difficile. Elle a perdu son emploi et ne peut plus payer le loyer de son appartement. C'est juste pour quelques mois, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de nouveau. S'il te plaît. Est-ce qu'elle pourrait rester avec nous? » Que pouvais-je dire? C'était ma femme, la femme que j'aimais, qui me demandait d'aider sa mère. Bien sûr, j'ai dit oui. Bien sûr, mon amour. Ta mère est la bienvenue ici aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Je n'aurais jamais imaginé que ces quelques mois se transformeraient en 3 décennies. Monique est arrivée avec 4 grandes valises et une attitude qui montrait clairement qu'elle n'était pas reconnaissante, mais qu'elle réclamait son dû. Dès le premier jour, elle a pris possession de la chambre d'amis, réaménagé la cuisine à son goût et commencé à donner des ordres comme si elle était la propriétaire de la maison. « Gaël, le café est trop fort. Gaël, ne laisse pas tes chaussures là. Gaël, ta mère ne t'a clairement pas appris les bonnes manières. » Céline ne l'a jamais contredite. Pas une seule fois. Les premières années étaient supportables. Je travaillais de 6 heures du matin à 16 heures. Je rentrais fatigué, mais j'avais envie d'être avec ma femme. Mais chaque fois que j'essayais de passer un moment seul avec Céline, Monique apparaissait. Si nous regardions la télévision, elle s'asseyait entre nous. Si nous allions nous promener, elle insistait pour venir. Si nous fermions la porte de notre chambre, elle frappait quelques minutes plus tard, disant qu'elle avait besoin de quelque chose de toute urgence. Céline disait que sa mère se sentait seule, qu'elle avait traversé beaucoup d'épreuves, qu'elle méritait de l'attention. J'ai hoché la tête, ravalant ma frustration parce que j'aimais ma femme et que je voulais la rendre heureuse. 5 ans ont passé et Monique était toujours sans travail. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas en trouver, mais parce qu'elle ne le voulait pas. Chaque fois que je lui suggérais de chercher quelque chose, même à temps partiel, elle me regardait comme si je l'avais insultée. À mon âge, Gaël, tu veux que je travaille dans un supermarché comme une roturière? J'ai ma dignité. Et Céline la défendait toujours. Maman a assez travaillé dans sa vie. Laisse-la se reposer. Qu'elle se repose à mes frais. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires pour faire face aux dépenses. Monique avait des goûts de luxe. Elle voulait du café importé, des fromages spéciaux, du vin d'une marque bien précise. Céline avait adopté les mêmes goûts, bien sûr. Toutes les deux allaient faire les courses ensemble chaque semaine, et je regardais mon compte en banque se vider pendant qu'elle remplissait le caddie de choses dont nous n'avions pas besoin. Lorsque nous avons célébré notre 10e anniversaire de mariage, j'ai suggéré à Céline d'aller dîner tous les deux, comme au bon vieux temps. Elle a accepté, mais le jour venu, Monique a annoncé qu'elle viendrait avec nous. Je ne peux pas rester seul dans cette immense maison. J'ai peur. Quel genre de gendre laisserait sa belle-mère effrayée? Nous avons dîné tous les 3. Monique a commandé le plat le plus cher du menu et s'est plainte que la viande était trop cuite. À nos 15 ans de mariage, j'ai suggéré que Monique pourrait peut-être trouver son propre logement, quelque chose de petit près de chez nous où elle pourrait avoir son espace tout en nous voyant souvent. Céline m'a crié dessus pour la première fois. Comment peux-tu être aussi égoïste? Ma mère a besoin de nous. Cette maison est assez grande pour tout le monde. Ou tu ne veux plus d'elle ici? Je me suis excusé, encore une fois. Et j'ai ravalé mes mots, mes désirs, ma dignité. Les années suivantes sont devenues une routine de silence et de résignation. Je travaillais, payais toutes les factures, entretenais la maison, et elle vivait comme des reines dans mon royaume. Monique avait transformé la salle à manger en son espace personnel où elle regardait ses émissions de télévision à plein volume. Céline passait ses après-midi avec elle à boire du thé et à critiquer les voisins, mes collègues, moi. Elles ont cessé de me demander comment s'était passée ma journée.
Elles ont arrêté de cuisiner, disant qu'elles étaient fatiguées. Alors, je rentrais du travail et je préparais le dîner pour nous trois. Si je me plaignais, Monique disait que j'étais un ingrat, qu'elle gardait la maison propre et que c'était une contribution suffisante, même si la maison n'était jamais vraiment propre et que je finissais par passer l'aspirateur le week-end. À 20 ans de mariage, j'ai réalisé que Céline et moi n'étions plus mari et femme. Nous étions des colocataires, des étrangers qui partageaient un nom de famille et un lit, mais rien de plus. Elle dormait en me tournant le dos chaque nuit, et je fixais le plafond, me demandant à quel moment j'avais perdu la femme dont j'étais tombé amoureux. Un jour, j'ai trouvé une vieille boîte dans le grenier. À l'intérieur se trouvaient les lettres que Céline m'écrivait quand nous sortions ensemble. Une écriture cursive parlant d'amour éternel, de construire un avenir ensemble, d'être mon partenaire dans les bons comme dans les mauvais moments. Je les ai toutes lues, une par une, et j'ai pleuré silencieusement dans ce grenier poussiéreux. La femme qui avait écrit ces lettres était morte depuis longtemps. Et à sa place, il y avait quelqu'un qui ne me regardait même plus dans les yeux. Mais j'ai continué. J'ai continué à travailler. J'ai continué à payer. J'ai continué à exister dans ma propre maison comme un fantôme qui paie les factures parce que c'est ce que font les hommes de ma génération. Nous endurons. Nous subvenons aux besoins. Nous nous sacrifions en silence, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose change. C'était il y a 2 ans, quand j'ai fêté mes 65 ans. Monique et Céline ont organisé un petit dîner pour mon anniversaire. Elles ont préparé mon plat préféré. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit. Quand je me suis assis à table, Monique a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. 65 ans. Gaël, tu es vieux maintenant. Bientôt tu prendras ta retraite et tu arrêteras de travailler. J'espère que tu as bien économisé, parce que nous n'allons pas t'entretenir. Céline a ri. C'était un petit rire doux, presque imperceptible, mais je l'ai entendu. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de café froid et j'ai pris une décision. Le lendemain de mon 65e anniversaire, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Il était 5 heures du matin et la maison était complètement silencieuse. Ce genre de silence qui n'existe qu'avant que le monde ne se réveille. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti un vieux carnet que j'avais trouvé dans le tiroir de mon bureau. Un carnet à la couverture vert olive que mon père m'avait donné il y a des décennies et que je n'avais jamais utilisé. Sur la première page, j'ai écrit un mot, document. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais que j'avais besoin d'informations. J'avais besoin de comprendre pleinement ma situation juridique, financière et patrimoniale. Pendant 30 ans, j'avais vécu sur pilote automatique, travaillant et payant sans questionner, sans vérifier, sans me protéger. Cela allait s'arrêter aujourd'hui. J'ai passé les semaines suivantes à être méticuleux. Chaque jour après le travail, au lieu de rentrer directement à la maison, je faisais des détours par des endroits où Céline et Monique n'iraient jamais. Bibliothèque publique, administration, banque. J'ai rassemblé tous les documents qui avaient un rapport avec ma vie. Les actes de propriété de la maison, les testaments de mes parents, les relevés bancaires des 10 dernières années, les déclarations d'impôts, les factures d'eau et d'électricité, les reçus des gros achats. La maison, j'ai découvert en relisant l'acte de propriété original, était exclusivement à mon nom. Mes parents me l'avaient légué en héritage direct lors de leur décès, bien avant que je ne rencontre Céline. Je ne l'avais jamais mise à nos 2 noms. Bien que Monique ait suggéré à plusieurs reprises que je devrais le faire, juste au cas où il t'arriverait quelque chose. Juste au cas où il m'arriverait quelque chose. Comme cela aurait été pratique pour elle. Les comptes bancaires étaient une autre histoire. Nous avions un compte joint où je déposais mon salaire toutes les 2 semaines. Toutes les dépenses du ménage en sortaient, la nourriture, les factures, tout. J'ai examiné les transactions des 5 dernières années à la loupe, ligne par ligne. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Des retraits constants que je n'avais pas autorisés. Des virements vers un compte que je ne reconnaissais pas. Des milliers d'euros, peut-être des dizaines de milliers, avaient quitté notre compte joint vers une destination inconnue. Chaque retrait concernait de petites sommes. 270 € par-ci, 450 € par-là. Jamais assez pour attirer mon attention sur le moment, mais cumulé au fil des ans, il représentait une fortune. J'ai demandé à la banque un traçage complet de ces virements.
L'employé, une jeune femme à lunettes rectangulaires, a tapé sur son ordinateur pendant plusieurs minutes. Monsieur Lefebvre, ces virements sont tous allés sur un compte épargne au nom de Céline Mercier et Monique Mercier, un compte ouvert il y a environ 8 ans. C'était la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Depuis 8 ans, ma femme et ma belle-mère détournaient de l'argent de notre compte joint vers un compte secret. L'argent que je gagnais avec mon travail, avec mes heures supplémentaires, avec mes week-ends sacrifiés. L'argent qu'elles accumulaient pendant que je payais chaque facture, chaque dépense, chaque coût dans cette maison. J'ai demandé à l'employé de tout m'imprimer, chaque transaction, chaque date, chaque montant. Elle m'a tendu une pile de papier de près de 50 pages. Je les ai rangés dans une chemise cartonnée et je les ai portés avec moi comme s'il s'agissait d'or pur. Ce soir-là à la maison, Céline était de bonne humeur. Elle avait préparé un poulet rôti, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. « Gaël, assieds-toi. J'ai cuisiné ton plat préféré aujourd'hui. » Son sourire était doux, presque comme celui qu'elle avait quand nous sortions ensemble. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai ressenti un pincement de nostalgie pour ce que nous aurions pu être. Monique était également inhabituellement gentille. Elle a mangé en silence sans se plaindre de la nourriture ni de quoi que ce soit d'autre. Toutes les deux échangeaient des regards que je ne comprenais pas à l'époque. De petits sourires complices, comme si elles partageaient un délicieux secret. Maintenant, je sais quel était ce secret. Elles avaient déjà acheté l'appartement. Elles avaient déjà préparé les papiers du divorce. Elles attendaient juste le moment parfait pour me détruire. Mais moi aussi, j'avais mes secrets. Le lendemain, j'ai cherché en ligne des avocats spécialisés en droit de la famille. J'avais besoin de quelqu'un de compétent, quelqu'un qui comprenait la complexité de ma situation et pouvait m'aider à protéger ce qui m'appartenait. J'ai trouvé un cabinet avec d'excellentes références à 3 rue de mon travail. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, pendant ma pause déjeuner. L'avocat s'appelait Maître Laurent. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, avec une prestance qui inspirait confiance. Il m'a reçu dans son bureau, un espace bien rangé avec des étagères pleines de livres de droit et un grand bureau en bois clair. « Asseyez-vous, monsieur Lefebvre. Dites-moi ce qui vous amène. » Je lui ai tout raconté. 30 ans de mariage. La belle-mère qui n'est jamais partie, les abus émotionnels constants, l'argent détourné, mes soupçons quant à leur intention de me quitter. Maître Laurent a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur une tablette pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, il a posé la tablette sur le bureau et m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Lefebvre, je suis vraiment désolé pour ce que vous avez traversé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes dans une position juridique très forte. La maison est exclusivement à vous par héritage. L'argent qu'elles ont détourné du compte joint peut être tracé et réclamé. Surtout si vous pouvez prouver que vous étiez le seul à l'alimenter. Et si elle présente des papiers de divorce, nous pourrons contre-attaquer et demander une compensation pour abus financiers. » J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. C'était de l'espoir. Après tant d'années à avoir l'impression de ne plus avoir le contrôle de ma propre vie, il y avait enfin quelqu'un pour me dire que je l'avais. Maître Laurent a continué, « J'ai besoin que vous m'apportiez tous les documents que vous avez. Les relevés bancaires, les actes de propriété, les reçus de paiement, tout. Nous allons monter un dossier solide. Et monsieur Lefebvre. Encore une chose. Ne leur dites rien. Pas un mot. Continuez votre vie normale pendant que nous préparons tout. L'effet de surprise sera notre meilleur allié. » Pendant les mois qui ont suivi, j'ai mené une double vie. À l'extérieur, j'étais le même vieux Gaël. Je travaillais, je rentrais à la maison, je préparais le dîner quand elle ne le faisait pas, je regardais la télé en silence, j'allais dormir. Mais à l'intérieur, j'élaborais méticuleusement un plan. Chaque semaine, je rencontrais Laurent pendant ma pause déjeuner. Je lui apportais de nouveaux documents, de nouvelles preuves, de nouveaux témoignages d'années d'abus financiers et émotionnels. Laurent a enquêté sur le compte secret de Céline et Monique. Nous avons découvert qu'elles avaient environ 60 000 € d'économies. Tout cet argent provenait de notre compte joint, de l'argent qui m'appartenait légalement dans sa totalité, car j'étais le seul à apporter des revenus. Laurent a déposé une requête légale auprès de la banque pour geler ce compte au cas où une procédure de divorce serait entamée. Nous avons également cherché à savoir si elles avaient acheté quelque chose avec cet argent. Au début, nous n'avons rien trouvé,
mais Laurent avait contacté le registre de la publicité foncière. Il y a un mois, la confirmation est tombée. Céline et Monique avaient acheté un petit appartement dans le centre-ville. 2 chambres, une salle de bain, 70 mètres carrés. Elle l'avait payé avec l'argent du compte secret. Laurent a souri en voyant les documents d'achat. C'est parfait. Monsieur Lefebvre. Elles ont acheté un bien immobilier avec de l'argent qui ne leur appartenait pas légalement. Nous pouvons faire valoir que cet achat a été réalisé avec des fonds obtenus frauduleusement. Un juge pourrait ordonner la restitution de l'argent ou même le transfert de la propriété. Mais il y avait plus. Laurent a continué à enquêter et a découvert quelque chose que même moi je ne savais pas. L'appartement qu'elles avaient acheté était assorti d'un prêt immobilier. Bien qu'elles se vantent d'avoir payé comptant, la vérité était qu'elles n'avaient versé qu'un acompte de 27 000 € et financé le reste. Le prêt était de 1 100 € par mois sur 15 ans. Comment comptaient-elles payer ce prêt sans aucun revenu? C'était la grande question. Et la réponse m'est venue un soir, alors que je surprenais une conversation entre Monique et Céline dans le salon. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé et leur voix portait clairement. Monique disait. Une fois que nous divorcerons et qu'il vendra cette maison, nous aurons assez pour payer l'appartement en totalité et il nous en restera encore pour vivre confortablement pendant des années. Céline a répondu, exactement, maman. Cette maison vaut facilement 368 000 €. La moitié m'appartient par la loi du mariage. Avec 184 000 €, on peut payer l'appartement et il nous restera encore plus de 92 000 € à investir ou pour faire ce qu'on veut. Elles riaient. Elles riaient toutes les deux, s'imaginant comment elles allaient diviser mon héritage, ma maison, le seul endroit au monde qui m'appartenait vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant la respiration de Céline à côté de moi. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était ni de la tristesse ni de la douleur. C'était une clarté absolue. Ces femmes ne m'aimaient pas. Peut-être qu'elles ne m'avaient jamais aimé. J'étais juste un moyen de parvenir à une fin, une source de ressources, un imbécile utile qui travaillait pendant qu'elles planifiaient leur avenir sans moi. Le lendemain matin, j'ai appelé Laurent depuis mon travail. J'ai besoin qu'on accélère les choses. Je pense qu'elles sont sur le point de passer à l'action. Laurent a répondu avec son calme professionnel habituel. Nous sommes prêts, monsieur Lefebvre. J'ai tous les documents préparés. Quand elles demanderont le divorce, nous contre-attaquerons immédiatement. Faites-moi confiance. Et je l'ai fait. Pour la première fois en 30 ans, j'avais confiance dans le fait que quelqu'un était de mon côté. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je savais que quelque chose allait se passer. Je pouvais le sentir dans l'air, comme on sent l'électricité avant un orage. Céline et Monique étaient trop joyeuses, trop gentilles, trop attentionnées. C'était artificiel venant d'elles, comme de voir un loup offrir des fleurs. Un matin, Céline m'a préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés au jambon, du pain grillé, du jus d'orange fraîchement pressé, le tout servi sur la table avec une nappe propre, et même une serviette soigneusement pliée. Je me suis assis devant l'assiette, ressentant un mélange de méfiance et de quelque chose s'apparentant à de la tristesse. C'est à cela que notre vie aurait pu ressembler toutes ces années si elle l'avait voulu. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai mangé en silence pendant qu'elle m'observait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gaël, j'ai réfléchi. Nous devrions sortir ce week-end. Tous les trois, en famille, peut-être dans ce parc où nous allions quand nous venions de nous marier. Sa voix semblait douce, mais il y avait quelque chose de faux, comme du miel sur du poison. Monique a hoché la tête depuis sa chaise, tenant sa tasse de café à 2 mains. Oui, Gaël. Ce serait bien de passer du temps ensemble. Après tout, nous sommes une famille. Nous devrions nous apprécier tant que nous le pouvons. La façon dont elle a dit « tant que nous le pouvons » m'a donné la chair de poule. Je leur ai dit que j'y réfléchirais. J'ai terminé mon petit déjeuner, j'ai pris ma mallette de travail et j'ai quitté cette maison avec le sentiment que chaque jour que j'y passais était un jour emprunté. Je savais que le moment approchait. Je pouvais le voir dans leurs regards complices, dans leurs petits rires partagés, dans leur façon de parler à voix basse quand elles pensaient que je n'écoutais pas. Cet après-midi-là, pendant ma pause à l'usine, j'ai appelé Laurent. Je pense que c'est une question de jour. Elles agissent très bizarrement, elles sont trop gentilles.
Laurent a répondu avec ce calme qui m'était désormais familier. Tout va bien, Gaël. Tout est prêt. Le moment venu, gardez votre sang-froid. Ne vous énervez pas. Ne criez pas. Ne montrez aucune émotion. Laissez-moi parler pour vous. Les documents que nous avons sont irréfutables. Elles vont avoir la surprise de leur vie. Ce soir-là, je suis rentré et j'ai trouvé Céline et Monique assises dans le salon, entourées de cartons. Des cartons de différentes tailles, certains déjà scellés avec du ruban adhésif, d'autres encore ouverts, laissant entrevoir des vêtements et des objets personnels. Mon cœur a raté un battement. Céline a levé les yeux quand je suis entré. Oh, Gaël, nous faisons du tri dans de vieilles affaires. Tu sais comment tout s'accumule au fil des ans. Nous avons pensé à donner ce que nous n'utilisons plus. Son explication semblait raisonnable, mais je connaissais la vérité. Elles faisaient leur carton. Elles se préparaient à partir. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, je suis allé dans la cuisine et j'ai préparé quelque chose de simple pour le dîner. Des pâtes à la sauce tomate. Nous avons mangé tous les trois en silence ce soir-là, chacun perdu dans ses propres pensées. Céline et Monique se sont couchées tôt, fermant la porte de la chambre d'amis où elles dormaient ensemble ces derniers temps. Je suis resté éveillé tard, assis sur le canapé du salon, regardant ces cartons et me demandant combien de temps encore je devrais attendre. La réponse est arrivée 3 jours plus tard. C'était un jeudi après-midi. J'avais terminé mon service et je rentrais en voiture quand j'ai reçu un SMS de Céline. C'était inhabituel. Elle ne m'envoyait presque jamais de SMS. Le message disait « Gaël, nous devons parler ce soir. C'est important. S'il te plaît, rentre tôt. » J'ai immédiatement appelé Laurent. Elles viennent de m'envoyer un message. Je crois que c'est aujourd'hui. Laurent a répondu rapidement. Parfait. Ne rentrez pas encore chez vous. Venez d'abord à mon cabinet. Je dois vous remettre les documents finaux et revoir avec vous ce qui va se passer. J'ai conduit jusqu'au cabinet de Laurent dans le centre-ville, les mains moites sur le volant. 30 ans de ma vie étaient sur le point d'atteindre leur point de rupture. Et même si j'avais planifié ce moment, même si j'avais toutes les cartes en main, je ne pouvais m'empêcher d'avoir une boule au ventre. Laurent m'a accueilli avec une épaisse mallette en cuir marron foncé, avec mon nom gravé en lettres d'or. À l'intérieur se trouvaient tous les documents dont j'aurais besoin. Les actes de propriété prouvant que j'en étais l'unique propriétaire. Les relevés bancaires prouvant que j'étais le seul contributeur. Les registres des virements frauduleux vers le compte secret. Les documents pour l'appartement qu'elles avaient acheté avec mon argent. Les déclarations sous serment des voisins qui avaient été témoins d'années d'abus verbaux. Tout était là, organisé en sections avec des intercalaires de couleurs. Demain matin à 10 h, vous avez rendez-vous à l'étude notariale du centre-ville. La même où elles ont prévu de vous présenter les papiers du divorce. Oui, j'ai découvert qu'elles avaient tout planifié, Gaël. Mais nous avons 3 coups d'avance. Laurent m'a expliqué exactement ce qui allait se passer, ce qu'il allait dire, ce que je devais faire. J'ai écouté chaque mot, mémorisant chaque détail. Quand j'ai quitté son bureau, il faisait déjà nuit. J'ai roulé lentement vers la maison, me préparant mentalement à ce qui allait arriver. Quand je suis entré, j'ai trouvé Céline et Monique assises dans le salon, toutes deux vêtues de vêtements élégants. Céline portait une robe couleur champagne que je lui avais achetée l'année dernière pour un mariage. Monique portait un tailleur pantalon couleur crème que je ne lui avais jamais vu. Gaël, assieds-toi, s'il te plaît. Céline a désigné le fauteuil individuel en face d'elle. Son ton était sérieux, mais il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas cacher. L'excitation, l'anticipation. Elle pensait que c'était son moment de triomphe. Je me suis assis, posant la mallette en cuir de Laurent sur mes genoux. Monique l'a regardé avec curiosité, mais n'a rien dit. Céline a pris une grande inspiration, comme si elle se préparait pour un discours important. Gaël, nous avons vécu ensemble pendant 30 ans. Tu as bien subvenu à nos besoins, je ne peux pas le nier. Mais la vérité, c'est que maman et moi sommes malheureuses depuis longtemps. Cette situation ne peut plus durer. Ce n'est sain pour aucun de nous. Monique a ajouté d'une voix ferme. Tu dois comprendre, Gaël, que les femmes ont aussi le droit de chercher leur bonheur. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette maison dans ton ombre, à dépendre de toi pour tout. Nous avons besoin de notre indépendance.
Céline a repris. C'est pourquoi demain, à 10 heures du matin, nous avons rendez-vous à l'étude du notaire. Il y a des papiers que nous devons signer, des papiers importants. J'espère que tu pourras te joindre à nous et que nous pourrons résoudre cela de manière civilisée, comme des adultes. Je les ai regardées toutes les deux. Monique avait ce regard de supériorité qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Céline essayait d'avoir l'air sérieuse, mais je pouvais voir le sourire retenu au coin de ses lèvres. Elle pensait m'annoncer une nouvelle dévastatrice. Elle pensait que j'allais tomber à genoux, les suppliant de ne pas me quitter. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, j'y serai. Céline a cligné des yeux, surprise par ma réponse si calme. Bien. Excellent. Le rendez-vous est à 10 heures pile. Ne sois pas en retard. Elle s'est levée, lissant sa robe, et Monique l'a suivie vers leur chambre. Avant de partir, Céline s'est retournée. Oh, et Gaël, apporte ta carte d'identité. Tu en auras besoin pour signer. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Pour la première fois depuis des décennies, je ne sentais plus ce poids sur ma poitrine, cette sensation d'être piégé dans une vie que je n'avais pas choisie. Je savais que le lendemain, tout changerait. Je savais que j'aurais enfin ma réponse, ma conclusion, ma liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, je me suis douché, rasé avec soin et j'ai mis ma plus belle chemise blanche ainsi qu'un pantalon de costume gris foncé. Je voulais avoir l'air présentable, digne, comme l'homme que j'aurais toujours dû être, mais qu'elle m'avait empêché d'être. J'ai pris la mallette en cuir de Laurent et l'ai tenue fermement. Céline et Monique étaient déjà prêtes, toutes deux avec un maquillage parfait et des vêtements impeccables. Elles avaient plus l'air d'aller à une fête qu'à une étude notariale. Nous sommes montés dans ma voiture. J'ai conduit en silence pendant qu'elle parlait à voix basse sur la banquette arrière, des petits rires nerveux et des murmures que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Nous sommes arrivés à l'étude 10 minutes avant le rendez-vous. C'était un vieux bâtiment dans le centre historique de la ville, avec des colonnes de pierre à l'entrée et des sols en marbre blanc à l'intérieur. Nous sommes montés au 2e étage où se trouvait le bureau du notaire. Une secrétaire nous a demandé de patienter, nous montrant des chaises en cuir noir alignées contre le mur. Monique et Céline se sont assises ensemble, épaule contre épaule comme des soldats avant la bataille. Je me suis assis à l'écart, avec la mallette sur les genoux, en respirant lentement et profondément. À 10 heures précises, la porte du bureau s'est ouverte et le notaire est apparu. Le même homme aux lunettes rondes que j'avais vu lors de ma première réunion avec Laurent il y a des semaines. Entrez, je vous prie. Elles sont entrées à 3 dans ce bureau, ignorant que seulement 2 en sortiraient vaincus. L'étude du notaire sentait le vieux papier et le café fraîchement préparé. Les murs étaient recouverts d'étagères remplies de dossiers et de livres de droit aux tranches foncées. Une grande fenêtre laissait entrer la lumière du matin, illuminant le bureau en bois où le notaire avait déjà préparé plusieurs documents. Il nous a fait signe de nous asseoir sur les chaises devant lui. Céline et Monique se sont précipitées pour prendre les 2 chaises centrales, me laissant celle du bout. Le notaire a ajusté ses lunettes et a regardé Céline. « Madame, je crois comprendre que vous avez sollicité ce rendez-vous. Je vous en prie, allez-y. » Et c'est là que c'est arrivé. Céline a ouvert son sac à main, ce sac couleur caramel que je lui avais offert, et en a sorti une enveloppe cartonnée. À l'intérieur, elle a retiré les clés, ces clés brillantes avec un porte-clés en forme de cœur brisé, et les a posées sur le bureau avec un claquement sec qui a résonné dans le bureau silencieux. « Mon chéri » a-t-elle commencé, et sa voix avait un ton étrange, un mélange de fausse douceur et de triomphe à peine contenu. « Merci beaucoup de nous avoir hébergés, ma mère et moi, dans ta maison pendant 30 ans. Nous apprécions vraiment tout ce que tu as fait pour nous. Tu es un homme travailleur. Personne ne pourrait le nier. » Monique a hoché vigoureusement la tête avec ce sourire qui laissait voir toutes ses dents. « Oui, Gaël, tu as bien subvenu à nos besoins. Nous n'avons jamais manqué d'un toit au-dessus de nos têtes ni de nourriture sur la table. Tu devrais en être fier. » Céline a poursuivi, en prenant les clés et en les agitant devant moi comme si elles étaient le premier prix d'une compétition. « Mais maintenant, mon chéri, nous avons économisé de l'argent. Toutes ces années, nous avons économisé chaque centime que nous pouvions. Nous avons été intelligentes. Nous avons été prévoyantes. Et nous avons enfin acheté notre propre appartement. C'est notre réussite. Notre indépendance. Nous n'avons plus besoin de dépendre de toi ou de ta maison. » Les clés ont brillé sous la lumière fluorescente.
Je pouvais voir chaque détail du porte-clés. Le cœur brisé avec une fissure au milieu. Si symbolique que cela ressemblait presque à une blague cruelle de l'univers. Monique s'est penchée en avant, les yeux fixés sur les miens. Il est temps que chacun de nous suive son propre chemin, Gaël. Tu garderas ta maison. Nous avons notre appartement. C'est un arrangement parfait. Tout le monde est heureux, tout le monde est libre. Céline a de nouveau glissé la main dans son sac et a sorti une autre enveloppe. Celle-ci était plus épaisse. Elle l'a ouverte lentement, avec des mouvements délibérés, savourant chaque seconde de ce moment. De l'enveloppe, elle a sorti une pile de papiers pliés, les papiers du divorce. Elle les a dépliés sur le bureau avec ce mouvement dramatique qu'elle avait répété, laissant les feuilles s'étaler pour montrer les sceaux officiels, les clauses juridiques, les espaces pour les signatures. Voilà, Gaël. Le divorce, 30 ans de mariage et c'est aujourd'hui la fin. J'ai déjà parlé avec mon avocat. Tout est en ordre. La maison reste à ton nom. Nous n'en voulons aucune part. Nous voulons juste ce qu'il y a sur le compte joint, moitié-moitié, comme le veut la loi. Et bien sûr, chacun garde ses affaires personnelles. Le notaire a pris les papiers et a commencé à les examiner, ajustant ses lunettes pendant que ses yeux parcouraient les lignes. Je suis resté silencieux, ma mallette en cuir sur les genoux, sentant son poids réconfortant. Monique ne pouvait contenir son excitation. Elle rebondissait presque sur sa chaise. Imagine, Gaël, nous, avec notre nouvel appartement, le décorant à notre goût sans avoir à demander la permission à personne. 2 chambres, un balcon avec vue sur la ville, une cuisine moderne. C'est parfait, et nous l'avons payé comptant avec notre propre argent. Céline l'a interrompu doucement, bien que son sourire soit tout aussi large. Eh bien, maman, presque au comptant, mais oui, il est à nous. Nous avons enfin quelque chose qui nous appartient vraiment. Le notaire a levé les yeux des papiers. Monsieur Lefebvre, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces documents au préalable, ou est-ce la première fois que vous les voyez? Avant que je ne puisse répondre, Céline a pris la parole. C'est la première fois. Nous voulions lui faire une surprise, mais ne vous inquiétez pas. Tout est très clair. Il garde sa maison. Nous gardons la nôtre. Et nous partageons le compte joint. Simple et équitable. Monique a ajouté avec ce ton condescendant qu'elle utilisait quand elle voulait me faire sentir inférieur. Ce n'est pas comme si tu avais grand-chose à perdre, Gaël. La maison est vieille. Elle a besoin de réparation. Honnêtement, nous te rendons service. Maintenant, tu vas pouvoir vivre seul sans avoir à t'inquiéter pour nous. Tu pourras manger ce que tu veux, regarder ce que tu veux à la télé. Faire ce que tu veux. La liberté totale. Céline a ri doucement. Exactement. Et qui sait, peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre, quelqu'un de ton âge, qui voudra t'accompagner pour tes vieux jours. Nous n'allons pas nous mettre en travers de ton chemin. En fait, nous te souhaitons le meilleur. Leurs mots étaient pleins de venin déguisé en gentillesse. Elle parlait comme si elle m'accordait une faveur. Comme si après 30 ans à les entretenir, à travailler pour elle, à sacrifier ma vie pour elle, je devais être reconnaissant qu'elle me libère enfin. Le notaire m'a regardé de nouveau. Monsieur Lefebvre, j'ai besoin que vous examiniez les documents avant que nous ne procédions. Il a poussé les papiers vers moi de l'autre côté du bureau. Je les ai pris calmement, lisant chaque ligne, même si je savais déjà exactement ce qu'elle disait car Laurent m'en avait montré une copie auparavant. Céline demandait le divorce pour différends irréconciliables. Elle proposait que je garde la maison, qu'elle garde ses affaires personnelles et celles de sa mère, et que le compte joint soit divisé à parts égales. Elle ne demandait pas de pension alimentaire car, selon les documents, elle avait désormais ses propres moyens de subsistance. Ses propres moyens de subsistance. Une formule intéressante pour décrire l'argent qu'elles avaient volé sur notre compte pendant des années. J'ai fini de lire et j'ai posé les papiers sur le bureau. Céline me regardait dans l'expectative, les mains croisées sur les genoux. Monique tapotait ses doigts sur la coudoir de sa chaise, anxieuse que je signe pour en finir. C'est alors que j'ai finalement pris la parole. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais. Je comprends. Vous voulez un divorce et le partage du compte joint. Céline a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, exactement. C'est ce qu'il y a de plus juste pour tout le monde. Tu vas continuer ta vie, nous allons continuer la nôtre.
Pas de rancune, pas de dispute. Civilisé. J'ai pris ma mallette en cuir, je l'ai posée sur le bureau et je l'ai ouverte lentement. Le son de la fermeture éclair en métal s'ouvrant a tranché l'air du bureau comme un couteau. De l'intérieur, j'ai sorti ma propre pile de documents, bien plus épaisse que celle de Céline, organisée dans des pochettes transparentes avec des intercalaires de couleurs. Je les ai placés sur le bureau, les uns à côté des autres, formant une rangée parfaitement ordonnée. Le sourire de Céline a vacillé. Qu'est-ce que c'est ? Monique s'est penchée en avant, en plissant les yeux. Ce sont les papiers de la maison, c'est ça ? Nous savons déjà que la maison est à toi, Gaël. Tu n'as pas besoin de le prouver. Le notaire a pris le premier document que je lui ai tendu. C'était l'acte de propriété original de la maison, avec le sceau de l'héritage de mes parents, daté de 10 ans avant ma rencontre avec Céline. Ses yeux ont parcouru rapidement les lignes, et j'ai vu son expression changer subtilement. Céline a frappé du plat de la main sur le bureau. Que sont ces papiers, Gaël ? Dis-le-moi tout de suite. Les clés dans son autre main ont légèrement tremblé. L'éclat de son triomphe commençait à s'estomper, remplacé par quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Monique s'est levée brusquement. C'est une ruse. Je le savais. Je savais que tu ne nous laisserais pas partir si facilement. Tu as toujours été un homme contrôlant, Gaël. Tu as toujours voulu nous avoir sous ta coupe. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai juste regardé le notaire passer du premier document au deuxième, et du deuxième au troisième, les relevés bancaires montrant chaque dépôt que j'avais effectué pendant 10 ans, les registres des virements vers le compte secret de Céline et Monique. Les documents relatifs à l'appartement qu'elles avaient acheté, les calculs détaillés de l'argent détourné totalisant plus de 55 000 €. Le notaire a enlevé ses lunettes et les a nettoyées avec un mouchoir sorti de sa poche. Quand il les a remises, son expression était complètement différente. Elle n'était plus neutre ou polie. Elle était sérieuse, professionnelle, presque compatissante lorsqu'il a regardé Céline et Monique. « Mesdames, je pense que vous devriez vous asseoir. » Céline a secoué la tête brusquement, toujours debout. « Je n'ai pas besoin de m'asseoir. Dites-moi juste ce qui se passe. » Ses jointures étaient blanches tant elle serrait les clés fort. Monique, cependant, s'est laissée retomber sur sa chaise. Les couleurs commençaient à quitter son visage. Elle savait, quelque part au fond de son âme manipulatrice, elle savait que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et puis, d'une voix calme et claire, j'ai commencé à parler. Avant de signer quoi que ce soit, je pense que vous devriez aussi examiner certains documents. Ma voix était posée, presque douce, mais chaque mot tombait dans ce bureau comme une pierre dans une mare tranquille. Maître, s'il vous plaît, montrez-leur le premier document. Le notaire a pris l'acte de propriété et l'a tourné vers Céline et Monique. Voici l'acte de propriété original du bien dans lequel vous avez vécu pendant 30 ans. Comme vous pouvez le voir, la maison a été héritée par Monsieur Lefebvre directement de ses défunts parents, via un testament légalement enregistré il y a 37 ans. La propriété est, et a toujours été, exclusivement au nom de Monsieur Lefebvre en tant que bien propre. Il n'y a jamais eu de régime de communauté légale ou d'association matrimoniale concernant cette propriété. Céline a cligné des yeux plusieurs fois, regardant le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Nous le savions déjà. J'ai déjà dit que nous ne voulons pas de la maison. Elle est à toi, Gaël. Je ne comprends pas pourquoi tu montres ça. Parce que, ai-je répondu calmement, tu as mentionné que j'allais garder ma maison. Je voulais m'assurer que vous compreniez bien qu'elle est en effet à moi, entièrement à moi, et que vous n'y avez jamais eu le moindre droit légal. Pas même ce droit d'habitation que je vous ai généreusement accordé pendant 3 décennies. Monique a ricané avec mépris. Nous étions ta famille, Gaël. Évidemment que nous avions le droit d'y vivre. Pas légalement, les jeux interrompus. Légalement, vous étiez des occupantes sans bail. Mais continuons. Maître, le document suivant, s'il vous plaît. Le notaire a pris les relevés bancaires. Voici les relevés du compte joint des 10 dernières années. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Lefebvre a effectué des dépôts réguliers toutes les 2 semaines, représentant 100% des revenus du compte. Il n'y a aucun dépôt enregistré au nom de Madame Céline ou Madame Monique. Céline s'est penchée pour voir les papiers, ses yeux balayant les colonnes de chiffres. J'ai entretenu la maison. C'était ma contribution.
Tout ne se mesure pas en argent, Gaël. Le notaire a poursuivi, sa voix prenant un ton plus ferme. Cependant, madame, nous pouvons également observer des virements mensuels de ce compte joint vers un autre compte bancaire. Le notaire a tourné la page suivante. Ce compte, ouvert il y a 8 ans, est au nom de Céline Mercier et Monique Mercier. Depuis 8 ans, des montants allant de 25 € à 750 € par mois y ont été virés. Nous économisions, a dit rapidement Monique, la voix montant en volume. Nous économisions sur ce qu'il nous donnait. C'était notre droit d'économiser. Économiser sur ce que je vous donnais, ai-je répété lentement. De l'argent que je déposais sur un compte joint pour les dépenses du ménage. De l'argent qui était censé être utilisé pour la nourriture, les factures, l'entretien de la maison. Au lieu de cela, vous l'avez systématiquement détourné vers un compte secret. Il n'était pas secret, a protesté Céline. C'était juste notre compte d'épargne personnel. Nous n'avions aucune obligation de te dire tout ce que nous faisions de notre argent. Ce n'était pas ton argent. Une voix venue de la porte est intervenue. Nous nous sommes tous retournés. Laurent venait d'entrer dans le bureau, vêtu d'un impeccable costume gris et portant une mallette en cuir noir. C'était son argent, et Monsieur Lefebvre peut le prouver. Bonjour. Je suis maître Laurent, l'avocat de Monsieur Lefebvre. Céline a pâli. Tu as amené un avocat. Sa voix n'était qu'un murmure. Bien sûr que j'ai amené un avocat. Vous avez clairement amené le vôtre pour préparer ces papiers de divorce. J'ai simplement été plus discret dans ma préparation. Laurent s'est approché du bureau et a placé des documents supplémentaires devant le notaire. Voici les relevés complets d'emploi de Monsieur Lefebvre pour les 15 dernières années. Comme vous le constaterez, il était l'unique source de revenus du foyer. Nous avons également des déclarations sous serment de voisins confirmant que ni Madame Céline ni Madame Monique n'ont travaillé pendant toute la période où elles ont vécu dans cette maison. Monique s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est ridicule. Nous travaillions dans la maison. Nous gardions tout propre. Nous préparions la nourriture. Nous faisions toutes les tâches ménagères. Ça vaut de l'argent. Laurent l'a regardé avec une expression professionnelle mais froide. Le travail domestique, madame, ne constitue pas un revenu légal déposé sur un compte bancaire. Le compte joint était alimenté exclusivement par Monsieur Lefebvre. Chaque euro sur ce compte lui appartient légalement. Les virements que vous avez effectués vers votre compte privé constituent un détournement de fonds. C'est un mensonge, a crié Céline, perdant finalement tout son sang-froid. C'était un compte joint. J'avais le droit à cet argent. Nous étions mariés sous le régime de la communauté. Laurent a expliqué patiemment. Les fonds déposés par un époux sur un compte joint ne deviennent pas automatiquement des biens partagés si un seul des époux y a contribué, en particulier lorsque ces fonds ont été systématiquement détournés sans la connaissance ou le consentement de l'époux contributeur. Le notaire a hoché la tête, examinant d'autres documents. Maître Laurent a raison dans son interprétation juridique. Monsieur Lefebvre aurait de solides arguments pour poursuivre en justice la restitution de ces fonds. Céline a regardé Monique, paniquée. Maman, ce n'est pas possible. Tu nous avais dit que tout se passerait bien, que nous avions droit à cet argent. Monique avait perdu toutes les couleurs de son visage. Tais-toi, Céline. Ne dis plus un mot. Sa voix tremblait. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. Maître, veuillez continuer avec le document suivant. Laurent a déplié les papiers d'achat de l'appartement. Voici le registre de propriété de l'appartement que ces dames ont acheté il y a 2 mois. Comme vous pouvez le voir, l'achat a été conclu avec un apport initial de 27 000 €, de l'argent qui provenait directement du compte que nous avons mentionné plus tôt. Et quel est le problème, a craché Monique. Nous avons acheté un appartement avec nos économies. C'est tout à fait légal. Le problème, a répondu Laurent, c'est que ces économies ont été obtenues par le détournement de fonds qui appartenaient légalement à Monsieur Lefebvre. En termes simples, vous avez acheté un bien immobilier avec de l'argent volé. Nous n'avons rien volé, a hurlé Céline. C'était l'argent du compte joint. Laurent a poursuivi, imperturbable. De plus, selon ces documents, l'appartement n'a pas été payé intégralement au comptant, comme vous l'avez affirmé il y a quelques instants. Vous avez un prêt immobilier de 92 000 € sur 15 ans avec des mensualités de 1 100 €.
Céline et Monique se sont regardées. La panique était évidente sur leur visage. C'est temporaire, a dit faiblement Céline. Une fois que nous aurons divisé le compte joint et vendu la maison, nous rembourserons le prêt dans sa totalité. Ah, le compte joint. J'ai sorti un autre document de ma mallette. Maître. Il y a 2 semaines, suivant les conseils de mon avocat, j'ai déposé une demande légale auprès de la banque pour geler le compte joint en raison de virements non autorisés et d'une procédure de divorce imminente. La banque a approuvé la demande. Le compte est gelé et aucune des 2 parties ne peut accéder au fonds jusqu'à ce qu'un juge décide de leur bonne répartition. Le silence qui a suivi fut absolu. Céline a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Monique s'était rassise, ses mains agrippant la coudoir de la chaise comme si elle était sur le point de tomber par terre. Cela signifie, a poursuivi Laurent, que vous ne pouvez pas accéder à l'argent que vous comptiez utiliser. Et puisque la maison est la propriété exclusive de Monsieur Lefebvre par héritage, il n'y a rien à vendre ni à diviser. Dans une procédure de divorce, Madame Céline n'aurait droit à aucune part d'une propriété héritée qui n'a jamais relevé du régime de la communauté. Mais nous avons besoin de cet argent, a chuchoté Céline. Le prêt de l'appartement. La première mensualité est dans 2 semaines. Sa voix se brisait. Gaël, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Vous faire quoi, exactement, ai-je demandé. Protéger ce qui est à moi. Récupérer l'argent que vous m'avez pris sans mon consentement? Vous refusez l'accès à une propriété qui ne vous a jamais appartenu? Monique a finalement explosé. Nous y avons vécu pendant 30 ans. 30 ans. Gaël, cette maison est aussi la nôtre? Non, ai-je répondu fermement. Cette maison est la mienne. Vous y avez vécu grâce à ma générosité. Une générosité dont je vois aujourd'hui qu'elle a été terriblement exploitée. Laurent a ajouté d'autres documents à la pile sur le bureau. Nous avons également des déclarations de voisins décrivant des années de violence verbale et émotionnelle envers Monsieur Lefebvre, des témoignages de collègues confirmant qu'il faisait constamment des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille. Et des dossiers médicaux montrant le stress et l'hypertension qu'il a développé pendant son mariage. Céline secouait la tête encore et encore. Non, non, ce n'est pas possible. Nous avions un plan. Tout était planifié. Ton plan, ai-je dit doucement, dépendait du fait que je sois le même homme passif et soumis que j'ai été pendant 30 ans. Il dépendait du fait que j'accepte silencieusement tout ce que vous décidiez de faire de ma vie, de mon argent, de mes biens. Mais cet homme n'existe plus. Le visage de Monique était passé du blanc au rouge écarlate. Sa main tremblait visiblement alors qu'elle s'agrippait au bureau pour essayer de se lever. C'est un complot. Tu as planifié tout ça pour nous laisser à la rue. Quel genre d'homme fait ça à sa propre famille? Famille? J'ai répété le mot lentement, en savourant l'ironie. Vous appelez 30 ans d'humiliation constante la famille. Vous appelez chaque dîner où vous m'avez traité comme un domestique la famille. Vous appelez chaque fois que je suis rentré fatigué du travail et qu'au lieu d'un salut, j'ai eu droit à une liste de plaintes, la famille? Dites-moi. Quand exactement m'avez-vous traité comme de la famille? Céline a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Gaël, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Ça ne doit pas se terminer comme ça. Peut-être avons-nous été trop hâtives. Peut-être pouvons-nous discuter. Aller en thérapie de couple. Réessayer. Ses yeux étaient humides, mais je ne pouvais plus dire si c'était de vraies larmes ou juste une autre manipulation. Laurent est intervenu d'une voix professionnelle. Madame, Monsieur Lefebvre n'est pas intéressé par une réconciliation. Ce qui l'intéresse, c'est de procéder au divorce selon ses propres conditions, et non les vôtres. Et permettez-moi d'être clair sur ce que seront ces conditions. Il a sorti un autre document de sa mallette. Monsieur Lefebvre consent au divorce. En fait, il le considère comme une libération nécessaire après des années d'un mariage qui n'existait que sur le papier. Cependant, les conditions seront les suivantes. Premièrement, la maison reste exclusivement au nom de Monsieur Lefebvre. Comme cela a toujours été le cas. Ça, on le sait déjà, marmonna amèrement Monique. Deuxièmement, a continué Laurent sans se démonter. Les fonds du compte joint seront examinés par un juge. Puisque Monsieur Lefebvre en était l'unique contributeur et peut prouver les virements non autorisés, il est fort probable que le juge ordonne que l'intégralité des fonds restants lui soit restituée.
Céline a laissé échapper un sanglot. Mais ça ne nous laisse rien. Laurent l'a regardé sans émotion. Troisièmement, Monsieur Lefebvre déposera une plainte au civil pour détournement de fonds pour les 60 000 € qui ont été transférés sur votre compte privé au cours des 8 dernières années. Cela inclut l'argent utilisé pour la compte de l'appartement. Vous ne pouvez pas le prouver, a dit Monique, mais sa voix manquait de conviction. Nous le pouvons, et nous le ferons. Laurent a montré du doigt la montagne de documents sur le bureau. Nous avons chaque transaction enregistrée, chaque date, chaque montant. Nous avons les relevés des deux comptes. Nous avons la preuve que vous n'aviez aucun revenu propre. Un juge n'aura aucune difficulté à voir la vérité. Le notaire, qui était resté silencieux à observer tout l'échange, a finalement pris la parole. Mesdames, je dois vous avertir que la position juridique de Monsieur Lefebvre est extrêmement solide. Si cette affaire va jusqu'au tribunal, vous feriez non seulement face à la perte de l'accès aux fonds contestés, mais aussi à d'éventuelles poursuites pénales pour fraude financière et recel. Des criminels, a murmuré Céline. Vous nous traitez de criminels. Personne ne vous traite de quoi que ce soit pour le moment, ai-je dit calmement. Mais les actes ont des conséquences. Vous avez planifié cela pendant des années. Vous avez systématiquement détourné de l'argent, acheté des biens avec des fonds qui ne vous appartenaient pas, et puis vous êtes venu ici aujourd'hui en espérant m'humilier une dernière fois. En espérant que je signerais tout sans rien remettre en question. Monique s'est levée en chancelant, pointant un doigt accusateur vers moi. Tu es un monstre vindicatif. Nous t'avons donné les meilleures années de nos vies. Les meilleures années de vos vies, ai-je répété, incrédule. Monique, tu es arrivée chez moi comme invitée temporaire il y a 30 ans. Tu n'as jamais travaillé un seul jour, jamais payé une seule facture, jamais contribué à quoi que ce soit à part des critiques et du mépris. Et Céline, ma propre femme, est devenue ta complice au lieu d'être ma partenaire. Céline sanglotait ouvertement maintenant. Je t'aimais, Gaël. Je t'ai vraiment aimé, au début. Au début. J'ai rejeté la tête en arrière avec un rire amer. Comme c'est pratique que cet amour se soit évaporé exactement quand ta mère a emménagé. Quelle coïncidence que tu aies cessé d'être ma femme pour redevenir sa fille, me laissant comme le pourvoyeur sans visage qui finançait vos vies. Laurent a placé un autre document devant le notaire. Monsieur Lefebvre exige également que Madame Céline et Madame Monique libèrent les lieux sous 30 jours. Comme la maison est sa propriété exclusive et que le mariage est en cours de dissolution, elles n'ont aucun droit légal d'y rester. 30 jours, a crié Monique. Où sommes-nous censés aller en 30 jours? Vous venez de geler notre argent. Vous venez de tout nous prendre. Vous avez un appartement, ai-je fait remarquer. L'appartement que vous avez acheté avec mon argent. Emménagez là-bas. Après tout, c'était votre grand projet d'indépendance. Mais le prêt immobilier. Céline a levé des yeux rougis. Nous ne pourrons pas payer un seul mois sans avoir accès au compte. Nous allons perdre l'appartement en quelques mois. Laurent a haussé les épaules. C'est un problème auquel vous auriez dû penser avant de concevoir cette machination. Monsieur Lefebvre n'est pas responsable de vos mauvaises décisions financières. Tu es cruel, a craché Monique. J'ai toujours su que tu étais cruel sous cette façade d'homme tranquille. Je ne suis pas cruel, ai-je répondu fermement. Je suis juste. Pendant 30 ans, vous avez été cruel avec moi. Vous m'avez utilisé, rabaissé, traité comme un distributeur automatique sur pattes, et quand vous avez pensé que vous n'aviez plus besoin de moi. Vous avez essayé de me laisser sans rien tout en emportant tout ce que vous pouviez. Je me suis simplement défendu. Le notaire a examiné de nouveau tous les documents. Monsieur Lefebvre, Maître Laurent, tout semble être en ordre d'un point de vue juridique. Mesdames, je dois vous conseiller que si vous tentez de poursuivre votre demande de divorce initial selon ces termes, Monsieur Lefebvre est en droit de déposer une demande reconventionnelle avec tous ces éléments. Mon conseil professionnel serait de chercher votre propre conseiller juridique avant d'entreprendre d'autres démarches. Céline a regardé sa mère avec désespoir. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Monique n'a pas répondu. Elle regardait dans le vide, son visage n'était plus qu'un masque de choc et de défaite. Toute son arrogance, toute sa supériorité s'était évaporée. Pour la première fois en 30 ans, Monique ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme âgée sans ressources, sans plan de secours, sans pouvoir. Il y a une alternative, a dit Laurent après un moment de silence.
Monsieur Lefebvre est prêt à se montrer généreux malgré tout. Céline s'est accrochée à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Quelle alternative? Nous ferons tout ce qu'il faut. Laurent m'a regardé pour obtenir confirmation. J'ai hoché légèrement la tête. Monsieur Lefebvre n'engagera pas de poursuite pénale et ne demandera pas la restitution des 60 000 € si vous acceptez ce qui suit, vous signez le divorce sans rien réclamer, ni sur la maison, ni sur les comptes. Vous quittez la propriété sous 30 jours sans causer de dommages. Et vous signez un document renonçant à toute réclamation future sur la propriété, les finances ou tout autre aspect de la vie de Monsieur Lefebvre. Et en échange, a demandé Monique d'une voix rauque. En échange, ai-je poursuivi, je ne vous poursuivrai pas en justice. L'argent que vous avez déjà dépensé pour l'appartement reste là où il est. Vous gardez cet appartement, bien que vous devrez trouver un moyen de payer le prêt par vous-même. Et les fonds restants sur le compte joint. Soit environ 18 000 €, je les diviserai à parts égales. 9 000 € pour moi, 9 000 € pour vous. Assez pour vous permettre de subvenir à vos besoins pendant quelques mois le temps de trouver du travail. Du travail? Monique a presque suffoqué sur le mot. À mon âge? À votre âge, beaucoup de gens travaillent, ai-je répondu sans aucune sympathie. Vous auriez dû y penser avant de passer 30 ans comme un parasite dans ma maison. Céline pleurait silencieusement, les larmes coulant sur ses joues, ruinant son maquillage parfaitement appliqué. Gaël, s'il te plaît. Ça n'a pas à se passer comme ça. On peut encore arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, Céline. Tout ça est terminé depuis longtemps. J'étais juste trop lâche ou trop stupide pour le voir. Vous m'avez montré aujourd'hui exactement ce que vous pensez de moi. Les clés brillantes, les papiers du divorce. L'arrogance avec laquelle vous pensiez pouvoir disposer de ma vie. Vous m'avez rendu service. Laurent a posé 2 copies d'un nouveau document sur le bureau. Voici les conditions que propose Monsieur Lefebvre. Lisez-les attentivement. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vous décider. Si vous n'acceptez pas, nous entamerons la voie judiciaire complète, et je vous assure que l'issue sera bien pire pour vous. Monique a pris les papiers avec des mains tremblantes. Céline s'est penchée pour lire avec elle. J'ai vu leurs yeux parcourir les lignes à mesure que la réalité de leur situation s'ancrait de plus en plus profondément. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, Monique a pris la parole d'une voix à peine audible. Nous devons parler en privé. Le notaire a désigné une petite salle d'attente à côté de son bureau. Vous pouvez utiliser cet espace. Céline et Monique ont quitté le bureau, traînant les pieds comme des condamnés marchant vers leur sentence. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger déclic qui a résonné dans le silence. Je suis resté assis sur ma chaise, regardant la surface polie du bureau du notaire, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. Laurent s'est assis à côté de moi et a posé une main sur mon épaule. Vous avez bien fait, Gaël. Je sais que ça n'a pas été facile. 30 ans, ai-je murmuré. 30 ans pour en arriver à ce moment. Le notaire s'est levé et a versé 3 verres d'eau à partir d'une carafe qu'il avait sur une petite table d'appoint. Il m'en a offert un et je l'ai accepté avec gratitude. J'avais la gorge sèche comme si j'avais crié, même si j'avais à peine haussé la voix. Des voix étouffées provenaient de la salle d'attente. Je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était indéniable. Monique était furieuse. Sa voix montait et descendait par vagues d'indignation. Céline semblait pleurer, sa voix brisée interrompant de temps à autre les éclats de sa mère. Les entendre m'a procuré un sentiment étrange. Une partie de moi, une petite partie faible, ressentait quelque chose comme de la pitié, mais cette partie fut rapidement noyée sous le poids de 30 ans de souvenirs. Je me suis souvenu de la fois où j'avais enchaîné 3 gardes de suite pour payer les soins dentaires de Céline. J'étais rentré chez moi si épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, et Monique m'avait accueilli avec des reproches parce que j'avais oublié d'acheter sa marque de biscuits préférée. Je me suis souvenu des anniversaires où il n'y avait jamais de gâteau pour moi, alors que chaque année, nous organisions des célébrations élaborées pour elle. Je me suis souvenu des nuits où j'avais dormi sur le canapé parce que Monique avait décidé qu'elle avait besoin de parler à sa fille, et qu'elle s'était enfermée dans notre chambre pendant des heures. Non, la pitié n'avait pas sa place ici. 20 minutes se sont écoulées avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Monique est entrée la première. Son visage était un masque rigide essayant de conserver un semblant de dignité. Céline l'a suivie,
les yeux rouges et gonflés, son maquillage complètement ruiné, laissant des cernes sombres sous ses paupières. Elles se sont assises sur leur chaise avec des mouvements mécaniques. Le notaire s'est éclairci la gorge. « Avez-vous pris une décision ?» Monique m'a regardé avec une pure haine dans les yeux. « Nous acceptons vos conditions. Pas parce qu'elles sont justes, parce qu'elles ne le sont pas. Nous les acceptons parce que tu ne nous as laissé aucun autre choix. Tu es un homme vindicatif et méprisable, Gaël. J'espère que tu pourras vivre avec ça. » J'y arriverai, ai-je répondu simplement. J'ai vécu avec bien pire pendant bien plus longtemps. Laurent a déplié les documents finaux sur le bureau. Le notaire a commencé à expliquer chaque clause, chaque terme, chaque condition. Divorce sans réclamation d'aucune des parties. Céline renonçait à tout droit sur la maison. Le compte joint serait divisé avec 9 000 € pour chaque partie. Elles avaient 30 jours pour libérer la propriété. Aucune des parties n'engagerait de poursuite judiciaire contre l'autre pour des événements antérieurs au divorce. Céline a signé en premier. Sa main tremblait tellement que sa signature était à peine lisible. Monique a signé ensuite, pressant le stylo si fort contre le papier qu'elle l'a presque déchiré. C'était mon tour. J'ai pris le stylo que le notaire me tendait et j'ai signé mon nom d'une main ferme, Gaël Lefebvre. 30 ans de ma vie se terminaient par ces deux mots écrits à l'encre noire. Le notaire a apposé ses sceaux officiels sur chaque document. C'est fait. Le divorce sera traité et finalisé dans environ 90 jours, mais ces accords sont contraignants dès ce moment. Je vais donner des copies certifiées à chaque partie. Céline a pris sa copie avec des mains tremblantes. Gaël, une dernière chose. Sa voix n'était qu'un murmure. Pourquoi ? Pourquoi as-tu attendu si longtemps ? Si tu étais si malheureux, pourquoi n'es-tu pas parti il y a des années ? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Parce que je t'aimais, Céline. Parce que quand je t'ai épousée, je l'ai fait pour la vie. Parce que je croyais que les choses s'amélioreraient. Parce que j'étais un idiot qui a confondu la loyauté avec l'amour et le sacrifice avec le mariage. Mais surtout, parce que je n'ai pas réalisé que je méritais mieux, jusqu'à ce que vous me le montriez vous-même par vos propres actions. Elle a ouvert la bouche comme pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Que pouvait-elle dire ? La vérité était là, nue et brutale entre nous. Monique s'est levée brusquement, attrapant son sac. Allons-y, Céline. Nous n'avons plus rien à faire ici. Elle a marché vers la porte, le dos raide, chaque pas étant une déclaration de fierté blessée. Céline s'est levée plus lentement avant de suivre sa mère. Elle s'est retournée vers moi une dernière fois. Je t'ai vraiment aimé, Gaël, au début. Je veux que tu le saches. Je sais, ai-je répondu honnêtement. Et je t'ai aimé à la fin, mais aucun de nous n'a aimé assez au bon moment. C'est ça notre tragédie. Elle a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Puis elle a quitté le bureau. La porte s'est refermée derrière elle, et le silence qui est resté était absolu, un silence propre, sans le poids des années de ressentiment et de mots non dits. Laurent a rassemblé ses documents et les a rangés méticuleusement dans sa mallette. Gaël, la maison est à vous. Votre argent est à vous. Votre vie est à vous. Que allez-vous faire maintenant ? Je suis resté assis un moment à considérer la question. Pour la première fois en 30 ans, cette question n'était pas accompagnée de restrictions ou d'attentes de la part d'autres personnes. Il n'appartenait qu'à moi d'y répondre. Je crois que je vais respirer, ai-je finalement dit. Juste respirer pendant un moment. Le notaire a souri légèrement. Cela m'a l'air d'être un excellent projet, monsieur Lefebvre. J'ai quitté cette étude avec ma mallette en cuir sous le bras et un sentiment étrange dans la poitrine. Ce n'était pas exactement du bonheur, pas encore. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond. C'était l'absence d'un poids que j'avais porté pendant si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de marcher sans lui. Le soleil du milieu de matinée brillait sur les rues du centre-ville. Les gens se pressaient vers leur destination, perdus dans leur propre vie et leurs soucis. J'ai marché lentement jusqu'à l'endroit où j'avais garé ma voiture, sans être pressé d'arriver nulle part. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais pas à me dépêcher de rentrer à la maison. Personne ne m'attendait avec des plaintes ou des exigences. Il n'y avait plus de voix critiques ni de regards désapprobateurs. Il n'y avait que le silence. Et ce silence, ai-je découvert, sonnait comme la liberté.
Les 30 jours qui ont suivi ont été les plus étranges et en même temps les plus révélateurs de ma vie. Céline et Monique se déplaçaient dans la maison comme des fantômes pendant cette période, emballant leurs affaires dans des cartons qui s'accumulaient dans les pièces. Nous nous parlions à peine quand nous nous croisions dans les couloirs. Elle détournait le regard et je continuais mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Tout avait déjà été dit dans l'étude du notaire. Je les regardais emballer leurs mensonges dans des contenants en carton. Des vêtements que j'avais payés, des bijoux que j'avais offerts, des appareils électroménagers que j'avais achetés. Elles ont tout pris et je ne m'y suis pas opposé. Qu'elles prennent ce qu'elles voulaient. Ce n'étaient que des objets, des choses matérielles qui pouvaient être remplacées. Ce qui ne pouvait pas être remplacé, c'était le temps perdu. Mais au moins, maintenant, je pouvais éviter d'en perdre davantage. Un après-midi, une semaine avant la date butoir, j'ai trouvé Céline assise dans le jardin. Elle était sur le banc en bois que mon père avait construit il y a des décennies, sous le pommier qu'il avait lui-même planté. Elle avait une boîte de photographies sur les genoux et regardait des images de notre passé. Je me suis approché lentement. Elle a levé les yeux et, l'espace d'un instant, j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu depuis des années. Une vraie vulnérabilité, sans les couches de ressentiment et de manipulation. Nous étions heureux, ici, a-t-elle dit doucement, tenant une photo de notre mariage. Regarde-moi. Regarde comment je te regardais. Nous l'étions. J'ai hoché la tête. Mais le bonheur nécessite des soins constants, Céline. Comme ce jardin. Si tu arrêtes de l'arroser, si tu arrêtes de t'en occuper, il se flétrit et meurt. C'est ce qui nous est arrivé. Elle a laissé retomber la photo dans la boîte. Tu blâmes ma mère? Je ne blâme pas que ta mère. Je nous blâme tous les trois. Elle pour s'être ingérée, toi pour l'avoir permis, et moi pour n'avoir pas eu la force d'y mettre un terme. Mais cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant, chacun de nous peut essayer de retrouver ce qu'il a perdu. Même si c'est avec d'autres personnes ou dans d'autres vies. Céline a refermé lentement la boîte. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur d'être seule après si longtemps. J'ai peur, ai-je admis honnêtement. Mais j'ai appris qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Je préfère une solitude authentique à une fausse compagnie. Elle a hoché la tête, s'est levée du banc et est retournée vers la maison avec la boîte de photographies sous le bras. Ce fut la dernière vraie conversation que nous avons eue. Le 30e jour, un camion de déménagement est arrivé. 2 hommes costauds ont chargé les cartons et les meubles que Céline et Monique avaient décidé d'emporter. J'ai observé depuis la fenêtre de ma chambre, gardant mes distances. Monique est sortie la première, sans regarder en arrière une seule fois, montant dans le taxi qui l'attendait avec le dos raide et le menton haut, s'accrochant toujours à sa fierté comme si c'était la seule chose qui lui restait. Céline est partie la dernière. Elle s'est arrêtée sur le pas de la porte, la main sur l'encadrement, et a regardé en arrière une dernière fois. Nos regards se sont croisés à travers la fenêtre. Il n'y a eu ni mot ni geste, juste un moment de reconnaissance mutuelle de tout ce que nous aurions pu être et que nous n'avons jamais été. Puis, elle est partie à son tour, refermant la porte derrière elle avec un petit clic qui sonnait comme un point final. Le silence qui a rempli la maison après leur départ était différent du silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Ce silence-là était lourd de tensions, de mots non dits, de ressentiments accumulés. Ce silence-ci était propre. C'était la paix. J'ai traversé les pièces vides, redécouvrant des espaces dont j'avais oublié qu'ils étaient miens. La chambre d'amis, où elle avait régné pendant 3 décennies, était vide. Je pouvais maintenant ouvrir les fenêtres qu'elle gardait toujours fermées pour laisser entrer l'air frais. La lumière du soleil illuminait la poussière flottant dans l'air, de petites particules dansant dans les rayons dorés. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire non seulement la maison, mais aussi moi-même. J'ai engagé un peintre pour repeindre les murs dans les couleurs de mon choix. Vert sauge pour le salon, jaune doux pour la cuisine, gris clair pour ma chambre, des couleurs calmes qui reflétaient la paix que je recherchais. J'ai remplacé les vieux meubles par de nouvelles pièces. Rien d'ostentatoire ni de coûteux, juste des choses qui me plaisaient. Un canapé confortable couleur sable où je pourrais lire. Une table de salle à manger en bois clair où je pourrais prendre mon petit déjeuner en regardant le jardin. De nouvelles étagères pour les livres que j'avais toujours voulu lire sans jamais en avoir le temps. J'ai redécouvert des plaisirs simples que j'avais oubliés.
Me préparer le petit déjeuner dont j'avais envie sans entendre de critiques sur ma façon de le faire. Regarder les films que j'aimais sans que personne ne se plaigne. Écouter de la musique à n'importe quel volume, à n'importe quelle heure. De petites libertés qui, mises bout à bout, formaient une vie complètement différente. Laurent venait me rendre visite à l'occasion. Il était devenu plus que mon avocat, presque un ami. Nous buvions du café dans le jardin et discutions de choses banales, la météo, les actualités, les projets pour la maison. Il ne mentionnait jamais Céline ou Monique à moins que je n'aborde le sujet en premier, et je ne le faisais presque jamais. Un jour, il m'a demandé si je pensais me remarier un jour. J'y ai sérieusement réfléchi avant de répondre. Je ne sais pas, Laurent. Peut-être un jour, mais si je le fais, ce sera différent. Ce sera avec quelqu'un qui me voit comme un partenaire, pas comme un pourvoyeur. Quelqu'un qui construit avec moi, et pas seulement qui prend. Il a souri. Ça ressemble à une sagesse durement acquise. La sagesse la plus chère que j'ai jamais payée, ai-je répondu. Mais elle valait chaque centime. J'ai appris par des connaissances communes que Céline et Monique avaient des difficultés. L'appartement qu'elles avaient acheté s'est avéré plus cher à entretenir qu'elles ne l'avaient prévu. Les 9 000 € que je leur avais donnés ont fondu en quelques mois. Monique, pour la première fois de sa vie, a dû prendre un emploi à temps partiel dans un grand magasin. Céline a travaillé comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Ce n'était pas la vie de luxe qu'elles avaient imaginée. Une petite partie de moi a ressenti quelque chose comme de la satisfaction. Ce n'était pas de la joie face à leur souffrance, mais plutôt le sentiment que justice avait été rendue. Elles avaient tout misé sur un plan qui dépendait de ma passivité, et elles ont perdu. Maintenant, elles faisaient face aux conséquences de leurs actes, chose qu'elles n'avaient jamais eu à faire lorsqu'elles vivaient sous ma protection. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas à elles. J'étais trop occupé à redécouvrir qui était Gaël lorsqu'il n'était pas défini par les attentes et les exigences des autres. J'ai découvert que j'aimais jardiner, passer des heures à travailler la terre que mon père travaillait autrefois. J'ai découvert que j'appréciais cuisiner quand je le faisais pour moi-même, expérimentant des recettes sans la pression de plaire à des palais critiques. J'ai rejoint un club d'échecs local. J'y ai rencontré d'autres hommes de mon âge, certains divorcés, d'autres veufs, tous naviguant dans cette étape de la vie où nous pouvions enfin être nous-mêmes. Nous partagions des histoires, jouions des parties, rions de choses stupides. Des amitiés simples et sans complications. Un matin, 6 mois après le divorce, je me suis réveillé tôt et je suis sorti dans le jardin avec ma tasse de café. Le soleil commençait tout juste à se lever, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les oiseaux chantaient dans les arbres, une douce brise agitait les feuilles, et j'étais là, seul, mais pas isolé, libre, mais pas perdu. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. 30 ans de sacrifice qui m'avaient mené à un point de rupture. L'humiliation dans ce bureau de notaire qui s'est avéré être ma libération. La douleur de lâcher prise sur une vie qui n'a jamais vraiment été la mienne pour pouvoir en construire une qui l'était. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Le pardon ne rapproche pas toujours les gens. Parfois, le pardon, c'est simplement de les laisser partir. Pardonner à Céline ne signifiait pas me remettre avec elle. Pardonner à Monique ne signifiait pas oublier les dommages causés. Me pardonner à moi-même ne signifiait pas justifier ma passivité pendant des années. Le pardon était simplement la décision de ne plus porter ce poids, de ne pas laisser le passé contaminer le présent que j'étais en train de bâtir. J'ai appris que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. Protéger ce qui est à soi n'est pas de la cruauté. Et parfois, la plus grande force ne réside pas dans le fait de s'accrocher, mais de savoir quand lâcher prise. Il m'a fallu 30 ans pour apprendre ces leçons. Mais je les ai finalement apprises. Et bien que le prix ait été élevé, la liberté que j'ai gagnée valait chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute. J'ai terminé mon café en regardant le soleil se lever complètement, sentant la chaleur de ses rayons sur mon visage. C'était un nouveau jour, non seulement littéralement, mais dans tous les sens du terme. Et pour la première fois depuis des décennies, j'avais hâte de voir ce qu'il m'apporterait.